Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie-Hélène Rivon, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment avec des invités, nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez nous retrouver donc chaque semaine en direct de Clubhouse à 18h, comme ce soir, ou alors nous suivre notre actualité sur Twitter, @artdunft. C'est parti pour l'épisode du jour. Donc ce soir, nous sommes le mardi 19 avril 2022 et nous avons le grand plaisir de recevoir CryptoClay. Donc salut CryptoClay, vraiment Bonsoir. ravi de pouvoir t'accueillir ce soir. On va parler de ton parcours, de tes œuvres, de tes projets et de plein de choses encore. Et pour l'instant, je vais laisser la parole à Benjamin pour l'actualité de la semaine. Merci Lucie et Léonore. En fait, je voulais parler d'une collection qui s'appelle Out of Africa. Et il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, qui ont retenu mon attention. D'abord, ce sont des artistes de la scène sud-africaine. Et donc, je trouve ça intéressant que le continent africain investisse les NFT. Ils proposent une collection. Alors, ils sont très nombreux. Il y a 118 NFT. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 118 NFT sont des œuvres physiques. Donc, c'est de la peinture sur toile, il y a des crayons sur papier, il y a de la sculpture, il y a tout ce qu'on retrouve dans des galeries traditionnelles. Et à chaque fois, il y a un NFT qui est attaché à cette œuvre physique. Et donc, ils établissent un pont entre les œuvres physiques et le monde du digital. Et vous savez on adore ça, nous, dans l'art du NFT. Ce qu'on appelle, nous, le figital, hein, c'est un mot qui revient assez souvent. Et donc, c'est relier les deux mondes, l'univers du digital, l'univers du physique. Comme ça, je trouve que c'est intéressant aussi de répondre à cette critique éternelle en disant le digital va tuer le monde physique. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui va se passer. Les deux mondes cohabiteront très bien. Et alors, ces 118 NFT sont donc liés à des tableaux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils appellent ça des ONFT pour Original Artwork en NFT. Donc, il y a des ONFT qui sont les œuvres originales et il y a des PNFT qui sont les posters NFT. Alors, il y a 118 ONFT, des originals, et puis il y a 1770 posters parce qu'il y a 15 posters pour chaque peinture. Le poster aujourd'hui est accessible aux alentours 0,15 Ether, hein, ce qui doit faire dans les 300 € à peu près. Et ensuite, les ONFT, donc les œuvres originales, débuteront fin avril sur la fameuse plateforme OpenSea, bien sûr. Donc je trouve ça intéressant, le fait de dire sur chaque œuvre originale, il y a 15 posters, donc il y a 15 éditions finalement. Et là, on retrouve l'idée de la collection, etc. Et puis, les œuvres, j'ai vu, alors, artistiquement, je trouve ça vraiment riche parce que tous les artistes sont différents. Alors, ils viennent tous d'Afrique du Sud, mais ils ont tous des influences différentes. Et ça évoque aussi les multiples influences du pays, de l'Afrique du Sud. On voit des portraits, on voit des paysages, on voit des œuvres très géométriques, on voit des œuvres à la fois soit très colorées ou alors assez noires, assez monochromes, etc. Donc c'est une collection qui est très riche. On sent que les artistes se sont fait plaisir. Ils ont voulu communiquer différemment sur les NFT en disant il y a du physique, il y a du digital, on va mélanger tout ça. Donc j'ai vraiment été intéressé par cette collection. Je vous invite à aller voir. En plus, les posters donc sont déjà accessibles. Les œuvres, ce seront pour dans quelques jours sur OpenSea. Et voilà, je voulais signaler l'originalité de cette collection. Et c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, super, c'est passionnant, ça donne envie d'aller voir à quoi ça ressemble. C'est minté sur quelle plateforme? OpenSea, classiquement, OpenSea. Ok, du classique. Polygon, comme ça coûte pas cher en frais de gaz. Ok, super. Eh ben, on ira voir ça. Merci beaucoup, Benjamin. Et donc, on va passer à notre nouvelle rubrique, parce qu'on a vraiment envie dans ce podcast de faire de la pédagogie, de rendre les NFT accessibles et d'enlever toute la couche un peu trop crypto qui pourrait effrayer les amateurs et les amatrices d'art. Donc, on a notre nouvelle rubrique, le mot crypto de la semaine. Alors, Florent, qu'est-ce que tu as choisi comme mot crypto pour nous décoder cette semaine? À nous décoder. Alors, pour ce soir, au menu, on a le mot Genesis.
notamment par rapport à l'actu que tu nous as faite, Benjamin, où tu parlais de collections originales. En général, dans le monde Web3 et le monde des NFT, la première œuvre, on l'appelle l'œuvre Genesis, qu'on peut traduire par Genèse, du coup, enfin voilà, qui a une petite connotation religieuse, donc c'est assez drôle parce que voilà, on parle aussi souvent comme quoi c'est presque une relation, une religion, les NFT. Donc on reste dans le même champ lexical et voilà, il s'agit du premier NFT d'une collection ou de la première collection NFT d'un artiste. Et c'est un mot qu'on emploie beaucoup et en général, ces œuvres ont une valeur symbolique parce que c'est la toute première et donc voilà, il y a une valeur historique même. C'était le mot du jour. C'est très Il manque clair. un petit générique. Ouais, c'est vrai. S'il y a des volontaires dans la salle pour nous faire un petit générique de la rubrique. Non, je plaisante. Et ben, merci beaucoup, c'était très clair. Donc j'espère que ça vous a apporté un petit éclairage. Et sans transition, eh bien, on accueille Serge sur scène, donc, qui est déjà sur scène comme d'habitude. Nos auditeurs et auditrices, vous pourrez, vers 7h moins le quart à peu près, poser toutes vos questions à notre invité. Donc Serge, alias CryptoClay, bienvenue. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire très rapidement, en gros, qui tu es, où tu vis et ce que tu fais? Juste pour te situer un petit peu. Alors, je suis ma principale caractéristique dans ce monde nouveau est que je suis un homme, obviously, je suis un homme. J'ai 58 ans, ce qui est plutôt rare dans le domaine. On a des cinquantaines, on a des anciens, mais 58 ans, c'est assez rare. Donc, je pense être parmi vraiment les vieux du domaine. Et je vis dans le Cantal depuis 15 ans. Et alors après, mon parcours Ouais, est un petit peu on évidemment. va y revenir tranquillement sur ton parcours, Oui, mais tout au à fait. moins, voilà, au moins on peut te situer. Et si tu devais définir ton activité en quelques mots? Eh bien, moi, je fais de la pâte à modeler en fait. Donc, d'un point de vue classique, en stop motion ou en image fixe. Et je fais tout à la main avec de la pâte à modeler de type d'animation. Utilisé par les studios Hartmann, par les studios classiques qu'on connaît, et c'est le moyen d'expression qui m'a choisi. En fait, comme beaucoup d'artistes, on choisit pas vraiment son moyen d'expression. Il y en a un qui marche mieux que les autres. Donc voilà, tu es artiste en pâte à modeler. Voilà. Au moins, ça te définit parfaitement. Est-ce que on va maintenant essayer de comprendre comment t'en es arrivé là. Alors, est-ce que tu es né dans une famille d'artistes? Enfin, comment on devient artiste en fait? Est-ce qu'il y avait des éléments dans ton enfance? Est-ce que, enfin, voilà, pourquoi, comment? On est une famille d'artistes, mais de musique, donc pas du tout graphique. Je ne viens pas du monde graphique, je dirais. Mais effectivement, j'ai évolué très jeune dans un monde musical où on a tous appris. J'avais trois frères, on a tous appris la musique. Et moi, comme j'étais le plus jeune, il n'y avait pas Internet à l'époque, donc c'était des groupes musicaux. Hein. Donc j'ai participé à je ne sais combien de groupes de rock locaux. J'étais en région. On n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de faire de la musique, et du coup, j'ai appris pas mal d'instruments à l'époque. Parce que c'était dans cet environnement, tout le monde jouait de la musique dans la maison, quoi. C'était vraiment cette idée-là. Après, effectivement, je pourrais faire. Alors évidemment, à 58 ans, il y a eu pas mal de choses qui s'est passé entre jeune et maintenant. Mais Voilà, est-ce que quand t'es petit, est-ce que quand t'es enfant, donc tu fais de la musique, mais est-ce que tu dessines, est-ce que tu modèles déjà? Comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà un attrait pour la matière? alors bizarrement, pas du tout, mais vraiment pas. C'est ça C'est qui est même en dessin. intéressant. Ouais, en dessin, j'étais plutôt nul en fait. Je savais pas trop dessiner, j'arrivais pas trop à faire. On a toujours dans nos classes fait
une ou deux personnes qui sont douées, comme on dit. Donc effectivement, ils prennent n'importe quoi, ils font un crowbar avec 3 traits, ça parle. Et moi, c'était autant en musique, j'étais tranquille, j'étais facile, autant en dessin, en graphisme, vraiment, c'était pas bon du tout. C'était vraiment pas mon truc. Et c'est venu bien plus tard par envie en fait. Je pourrais faire un petit, parce que j'ai un parcours un peu atypique justement entre Ouais, technique et. vas-y, raconte-nous, justement, Ouais, le parcours atypique. j'ai mis au point il y a quelque temps un speed CV qui est un peu comme le speed dating mais en CV, histoire de, parce qu'il y en a pas mal, donc j'ai appris et je commence en général vers 85. Alors, t'as quel âge en 85? Parce que là, ça... 18, 20 ans quoi. C'est Ok. là j'ai appris à faire de la mécanique, de l'électronique, des choses comme ça, plutôt technicien, mais toujours musicien à fond. Et là je me lance en radio libre, donc c'était la grande époque des radios libres. Ouais. Partout avec les échos et tout, enfin c'était très rigolo. Ce qui m'emmène vers Radio France région, en fait, j'étais vers Belfort là-haut. Et ensuite, comme je voulais toujours être musicien, en 90, je monte à Paris. Donc à l'époque c'était ça, on montait à Paris. Et pour France Info, avec la première équipe de France Info. Donc là, c'est les Yves Calvi, les Poincaré, les Cohen, ils étaient tous là en fait. Ils étaient tous à France Info ces gens-là. Et mais c'était vraiment à Radio France, c'était un très bon plan pour faire de la musique. Et du coup, voilà, des belles rencontres. J'ai bossé avec Charles de Gaulle. Je sais pas si vous connaissez Charles de Gaulle. Tu faisais quoi, en fait, Ah, à j'étais la radio? technicien en radio Ah, là. voilà, ok. Je parlais pas, j'étais que technicien. Oui, mais Serge, quand tu dis que tu étais technicien en radio, mais tu parles tout le temps de musique, c'est-à-dire que tu t'occupais de la programmation musicale de Pas ces du tout. radios-là, ou c'était de la technique du son, tout simplement? Voilà, c'était juste la technique du son, donc c'était mon boulot, je dirais, Et, pour être à Paris, dans le d'accord. milieu. Parce qu'à Radio France, effectivement, il y a on rencontre beaucoup de musiciens, on rencontre c'était un bon plan, en fait, pour développer une autre carrière qui aurait été la musique. Ok, donc tu étais le Euh, musicien, donc tu pratiquais de la musique le week-end et les soirs, enfin dans ton temps ouais, libre, c'est ça. mais c'était ton obsession, c'était un jour de devenir artiste à Voilà, plein temps, quoi. d'avoir des opportunités, je dirais. Et d'ailleurs, ça a failli parce que, enfin, c'était pas loin avec Charles de Gaulle. On est allé au studio Garage faire des sessions. C'est le studio où il y avait les Rita Mitsuko. C'était, voilà, on tournait un peu dans ces trucs-là, quoi. Charles de Gaulle étant un musicien de l'époque, enfin, qui joue encore d'ailleurs, underground Paris rock, quoi, je dirais. Et c'était sympa. Mais finalement, ça m'a pas trop. Enfin, j'étais jeune, donc des fois on se lasse un peu. Ça démarrait pas assez vite. Et après, j'ai appris à faire J'étais très attiré par la 3D et l'animation. Donc j'ai appris à faire animateur 3D. Donc il n'y avait pas d'école à cette époque-là. C'était en 95. Hein. Donc là, D'où j'ai appris d'où ça ça. vient cet attrait pour la 3D? Parce que tu étais dans la musique, Ouais. c'est un Et tout peu d'un coup. incongru. Ouais, vraiment, tout d'un coup, j'ai dit, ah, mais ça a l'air vachement bien, là, c'est passionnant. Et là, c'est une première poussée de peut-être je voulais faire animateur, en Mais fait. C'est ça l'animation. te tombe dessus, t'arrives pas à trouver le déclic, à identifier le déclic? Non, c'est vrai. En l'expliquant comme ça paraît vraiment incongru. Mais c'est vraiment, ouais, ce genre de truc. Ah, mais l'animation, ça me plaît beaucoup. Et je pensais pâte à modeler déjà à l'époque. C'est un petit rêve comme ça. Mais c'était le début de l'animation 3D à l'ordinateur, enfin accessible, je dirais. Donc là, je me suis payé un PC, j'ai appris et Mais, mais je- Serge, pardon, je te coupe, j'ai peut-être une ouais, clé pour toi, parce qu'à l'époque, j'écoutais dans les années 80 M6 avec les clips, et moi aussi oui, j'adorais la musique, mais la musique était très liée aux clips vidéo. Et en c'est fait, peut-être MTV beaucoup qui a fait ça. d'artistes, comment? C'est peut-être MTV qui Et m'a voilà, il y a vraiment. MTV, il y avait le clip de Thriller de Ouais, Michael Jackson qui a été fait ouais, par John Landis. Donc les artistes commençaient à faire appel à des grands réalisateurs de cinéma ouais, pour faire ouais, leurs d'accord. clips. Et Ouais. forcément, ça a amené beaucoup de musiciens à s'intéresser à l'animation. Ouais, ça me plaisait bien. Mais effectivement, en reparalant comme ça, MTV a dû vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de petits clips d'animation. Ils prenaient des artistes, à part. Effectivement, en fait, j'ai zappé ce truc-là parce que j'avais envoyé une cassette. J'avais fait un petit clip d'animation 3D de type MTV que j'avais envoyé là-bas, une cassette VHS.
Ouais, VHS, ça me parle parce peut-être. que moi aussi j'ai 51 ans et j'ai connu ça. Et je l'ai envoyé aux États-Unis chez eux pour dire, bah voilà, je fais de l'animation, si vous voulez, je peux faire je voulais proposer parce que les gens proposaient en fait, et bah MTV ils passaient les clips qu'ils aimaient bien. Et du coup, c'était vraiment c'était peut-être ça le déclencheur. Ouais. Et finalement, j'ai pas fait ça du tout parce que j'ai rencontré des gens de jeux vidéo, donc je suis parti à faire des jeux vidéo pendant 4 ans. Ok, donc au moment où tu as appris la 3D, tu es allé dans le monde du jeu Voilà. vidéo, quoi. Ouais, et j'ai fait 3 ans de jeux vidéo, 3 ans full time d'animation 3D de personnages pour un petit studio qui s'appelait Haiku Studio, et Et donc, tu c'était faisais des gens qui du avaient stop fait. motion déjà? Alors, bah à l'époque c'était pas loin parce que, enfin c'était quand même à l'ordinateur, mais il y avait pas encore de 3D temps réel. Les ordinateurs c'était tout en filaire, donc on animait vraiment dans une technique qui était aujourd'hui il y a des techniques beaucoup plus évoluées. Là, c'était une technique vraiment à l'arrache, comme on dit, mais c'était vraiment de l'animation. Et ça me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment fait ça pendant un bon moment. Mais donc, à ce moment-là, t'es pas vraiment artiste, finalement. Tu fais ça dans le but. Là, Enfin, c'était assez artistique parce que Ouais. dans le jeu, là, à cette époque, on nous donnait des personnages, des scénarios, et on devait vraiment les animer en mode free, quoi. C'était vraiment, on faisait ce qu'on voulait pour animer. Donc, on a dû animer plus de 1000 gags. Enfin, c'était un jeu à partir de gags. Des conneries de personnages qui faisaient des bêtises, qui se faisaient cramer, qui se faisaient ratatiner à longueur de journée. Donc c'était rigolo, ouais, c'était bien. Mais Donc c'était assez artistique quand ouais, même. Ouais. justement, c'est ma question, justement, Serge. Qu'est-ce qu'il y a d'artistique? Enfin, dans quelle mesure ta liberté d'artiste pouvait s'exprimer au sein d'un studio d'animation en te disant quand même, il faut exécuter un storyboard. Il y a quand même, d'abord, il y a des budgets, il y a beaucoup d'argent dans ces films d'animation. Donc, Ouais. tu faisais beaucoup plus que de l'exécution. On te donnait carte blanche, quoi, pour créer. Ah ouais, c'est vraiment bon bah là, le personnage démarre là, il finit là, et il doit se prendre des trucs sur la tête ou il doit avoir un problème, et on n'avait aucune indication je dirais plus d'animation, il nous laissait complètement le champ libre. Donc il y avait une bonne partie, je dirais, de liberté, parce que c'était les premiers jeux vidéo à, je dirais, 2-3 millions d'euros. C'était vraiment encore Ubisoft à l'époque, ils étaient tout petits encore, ils étaient à Paris, ils étaient tout petits. Hein. C'était vraiment le début des studios, je dirais. C'était des petits projets encore. Enfin, c'était déjà Et pas mal d'argent, mais c'était des petits projets. donc, tu t'éclates pas mal à ce Ah ouais, moment-là. ouais. Et Puis alors, après, après, et après, ça le change deuxième speed complètement. CV. Ouais, ouais. Le speed CV, c'est un peu ralenti. Après, en 99, je fais une start-up. C'est-à-dire que je bascule complètement par des rencontres, par des choses. On démarre une start-up juste à la fin de la bulle Internet. On lève 2-3 millions, et on fait une start-up à République-Allais, qui est un grand lieu des start-up de Paris. Et là, je suis CTO dans le tech, et on développe, on fait du code, quoi. Tu fais ça avec Pendant des, 8 tu ans. dis on, tu fais ça avec des potes codeurs, Ouais, voilà, avec t'apprends le code toi-même. ouais, j'avais appris entre-temps, parce que ça me plaisait bien. Donc voilà, genre Qu'est-ce qu'on code à cette époque-là? On code en quoi? Alors là, c'était en C, en fait, la startup, c'était pour vendre des personnages animés pour le web, pour aider à remplir des formulaires. Parce qu'en fait, les formulaires, c'est toujours une catastrophe, mais à l'époque, c'était encore plus une catastrophe. Donc tous les grands comptes, les EDF, les choses comme ça, ils avaient des gros problèmes de formulaires rien n'arrivait en ordre. Et du coup, notre idée, c'était d'aller leur vendre des personnages qui pouvaient scripter et qui auraient une interface un peu humaine. C'était un peu des bots De, avant l'heure, quoi. ouais, c'était des bots avant l'heure, et Des pré-bots. ouais, on avait fait vraiment quelque chose de. Et malheureusement, avec l'avancée de la technologie, ça a été compliqué. La startup s'est transformée en société, qui existe encore, hein, d'ailleurs, qui s'appelle Living Actors, et ça marche encore. Il y a des trucs. Bon, moi j'ai quitté depuis, mais Mais voilà. comment Donc tu ça, vivais c'était ça? vraiment un changement, l'attrait du monde entrepreneurial. Donc je suis passé entrepreneur. Ouais, mais ça, je comprends, mais ça, c'est vraiment intéressant parce que je me souviens aussi à l'époque, ouais, de la folie des startups Internet, tout le monde montait des Voilà. startups. Mais alors, toi, tu l'as vécu comment? Tu l'as vécu au fond de toi, tu disais, je suis artiste, mais je rentre dans ce monde du business avec la finalité de lancer mes propres créations, ou tu t'es pris au jeu du business et t'es plongé là-dedans et tu regardais moins tes créations. Je crois que c'était quand même pour à la fin, in fine,
monter des startups de création liées à l'artistique. Bon, je savais pas encore quoi exactement. Là, c'était une belle occasion de rentrer dans ce monde-là, hein. Mais je savais pas encore. C'était pas très précis, mais finalement, le temps passant, on se retrouve dans le monde des startups, quoi. En fait, c'est vraiment. En tout cas, tu arrives très tôt dans le Web 2 quand même. Du Ah coup, oui, oui, là, on était à très très fond tôt. dedans. C'était Microsoft avec les plugins en C. Enfin, il y avait tout un bazar. Enfin, c'était vraiment une vie. C'était assez rigolo. Ouais. Enfin, pas que rigolo d'ailleurs. C'était assez. Et donc, tu passes Et voilà. 8 ans Alors, du là-dedans, coup, 8 ans à coder ouais, pratiquement au tout jusqu'à début du Web 2. 2006, 2008. Alors 2006, bah, j'ai rencontré ma femme qui est hollandaise. Donc je suis allé à Rotterdam quelques années. En 2003, un peu après 2000. Et après, en 2006, on a dit, on a eu une fille, et j'ai dit, non, mais pas en ville. Donc ça faisait 25 ans que j'étais à Paris, Rotterdam. Je dis non, pas d'enfants en ville. Donc on est venu dans le Cantal, avec un plan de vie qui était le télétravail, en fait. C'est extrême. Oui, on s'est dit non, mais oui, c'était extrême, oui. Parce qu'en fait, quitte à aller à la campagne, autant aller à la campagne, en fait. Donc j'ai dit tiens, le Cantal, c'est rigolo. Non, mon père est du Cantal. Et Télétravail aussi, tu avais voilà, 15 ans, l'idée, c'était de 15 ans dire, tiens, d'avance. plan de vie, télétravail en 2006, c'était assez violent, parce que c'était pas encore très répandu. Donc les gens, il fallait former les gens du travail, les gens en dehors du travail, les amis qui pensent qu'on fout rien parce qu'on est à la maison toute la journée. Enfin voilà, c'était très rigolo aussi d'aller En fait, t'es très early pour tout, quoi. T'es dans le Web Voilà, c'est 2 un peu en 99, si t'es on dans le voulait me définir, télétravail en 2006. c'est un peu ça. En fait, l'idée, c'est d'être un peu, enfin, je choisis pas, mais je m'intéresse toujours à des choses qui sont, et ça continue comme ça, puisqu'en 2012, je fais de l'impression 3D. Donc je monte une petite boîte de design, vente et d'imprimante 3D open source. Je fais ça 4 ans, donc c'est rigolo. Toujours tech, là, pas artiste, tu vois. Ouais, Et pas artiste, mais c'est toujours très lié quand même à oui, oui, c'est très l'image, innovation, à la innovation. création. Voilà. C'est pas tech Et là, pour le plaisir de faire de la tech. non, 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 c'est du vraiment des choses un peu tordues. Et en 2017, je découvre Bitcoin, Ethereum la crypto. Et là, c'est vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc, je passe beaucoup de temps là-dedans. Je commence au cercle du coin. Je commence à essayer de faire des petites conférences, des choses. Ça vraiment, ça me plaît. Et finalement, en 2019, quand ça retombe, non seulement il y a plus d'argent, enfin, il y a beaucoup de gens, beaucoup de projets qui volent en éclats, mais en plus, je me rends compte que c'est la finance qui prend, comme prévu, tout ce monde-là. Et moi, j'étais pas là trop pour trader ni pour faire de la finance, mais plutôt le côté politique et avoir sa propre banque, le peer-to-peer, La philosophie ce monde un derrière peu, la voilà, la philosophie de la décentralisation crypto. ouais, bien sûr. Et ça, du coup, j'ai un petit peu arrêté à ce moment-là parce que je dis bon, finalement, c'est trop finance tout ça. Et en 2020 seulement, alors là, c'est en 2020, je dis tiens, finalement, enfin là, je voulais retourner à artiste depuis longtemps, donc je dis allez, artiste, animation 3D, je sais pas trop. Et je suis retourné à la crypto, c'est ça qui est rigolo, pour voir. Je me dis, je vais me faire payer en crypto. Donc j'avais C'est complètement drôle. abandonné Tu te le dis, sujet depuis 2 ans. je veux devenir artiste là, allons-y. Ouais. Mais, Depuis le Cantal. depuis Le le genre de Cantal challenge complètement délirant et en crypto. Donc quand même, a priori je vais être un gros fail en disant tiens je vais revenir à cette vie parce que ça fait 10 ans que je fais de la tech, du technique, donc ça m'énerve. Parce que quand on a une double compétence comme ça, on bascule souvent un peu entre les deux. Hein. Je suis pas tout seul à avoir cette double. Et là, je dis bah tiens, effectivement, c'était bien le crypto. Je voudrais bien faire un système parce que finalement tout ça, ce qui est bien, le fondement de tout ce domaine dans lequel on est, c'est quand même de dire on va faire du producteur au consommateur direct. C'est ça qu'on fait. c'est ça, Et là, je circuit dis tiens, court. je vais chercher la crypto. Et là, je tombe sur les DeFi, NFT. Oula. Ah oui, quand même. J'ai raté un train, puis pas un petit train quoi. Et alors je me débère, alors je dis alors ça, quand je vois les NFT, je dis ça, c'est Internet qui fait son taf. Hein. Il s'est attaqué, on a vu depuis le début, Internet ça a été la poste, la musique, les vidéos, comment Hollywood. Donc ça, c'est Internet qui va démonter le monde de l'art. C'est évident. Et j'ai dit, je vais y aller parce que c'est le seul moyen, moi, depuis le Cantal, d'aller aller taper. Ça va tout secouer. Donc évidemment, il faut être dedans. Mais même là, Serge, tu es early parce que tu parles de 2020.
Donc Ouais, 2020, je suis arrivé un peu tard. en Europe, non, parce qu'aux États-Unis, oui, ils achetaient des NFT en 18-19, mais 2020, on est en plein lockdown, pandémie, tout ça. Les gens pensent à autre chose qu'à acheter des NFT. Peut-être, ouais. Toi, Moi, je tu suis t'es mis arrivé sur là-dedans? Rarible, là. J'ai rencontré le premier. Je crois que je vais sur Rarible. Je fais un petit. On en parlera peut-être, mais je fais un petit truc d'animation, une petite animation de personnage tout jaune, très rigolo. Et Rarible dit tiens, on fait un truc vidéo. Vous voulez venir pour voir les artistes, tout ça. Je m'y colle et je tombe sur comment il s'appelle je vais retrouver. Trevor Jones? Alors, je sais plus qui était à la vidéo, d'ailleurs, de chez Rarible. Ouais, c'était les gens de là-bas, ils étaient très sympas, il y avait pas grand monde encore, hein. Mais ça tournait déjà plein pot, hein. Moi, j'étais déjà tard, en fait. Arcade était déjà une star. Donc, c'était Ah ouais. déjà, Mais ça tournait pour les Américains, déjà- ouais. Mais toi, Serge, tu Ouais, as ouais. fait quel genre d'animation sur Et du Rarible? coup, voilà. Alors là, c'est fini pour le speed dating, le speed CV. Ça y est, on a fait le tour. Et Ouais, là, parce voilà. que Moi, j'ai commencé par des animes 3D, et c'était rigolo, en personnage jaune comme ça. Puis finalement, c'est le Clay qui est revenu. J'ai dit, ah, mais alors comment ça qui est voyant que c'est un monde. revenu? Parce que Alors, ouais, parce que je voyais que le monde, c'est quand même un monde très digital. Alors, c'est pas quand même, c'est un monde très digital. Je veux dire, c'est quand même la mise en valeur, enfin, de l'art digital. Depuis 30 ans qu'ils en chient, les artistes digitaux, là, c'est évident, c'est l'explosion des artistes digitaux, super. Puis après, en tant qu'artiste un peu nouveau, faut se trouver une place. Donc j'ai dit tiens, pourquoi pas. Le clé, moi je dis toujours, c'est never out and never in. C'est le genre c'est de, intemporel. voilà, c'est vraiment intemporel. Mais Donc d'où je ça me dis vient quand tiens, ça. même? Ça serait pour la pâte à modeler, c'est quand même pas ta fille joue à la pâte à modeler. Enfin, il y en a. Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est moi ça me plaisait bien parce que c'est quand même un truc d'animation un peu pur comme ça. Le stop motion, c'est vraiment un truc un peu particulier qui m'a toujours attiré. Et je savais, en ayant fait quelques essais, que j'arrivais plus ou moins bien, en fait. Donc, du coup, je suis revenu là-dessus. J'ai dit, voilà ma place. Il y en a pas beaucoup. Voilà, il y a peut-être une place à prendre. Et donc, c'est parti depuis 2020 à faire des projets, CryptoClay, des TEDpunk, perso. Oui, et puis Serge, il y a eu l'influence quand même des grands films d'animation clés comme Chicken Ouais, Run. tout Il y à a eu fait. aussi, Bah, Voilà, c'est Gromit, non? voilà, c'est Gromit, ouais, c'est ça. voilà, c'est tout le studio Hartman. Alors bizarrement, c'est pas trop. Enfin, je les respecte beaucoup. C'est vraiment le top du top du monde, quoi. C'est vraiment des meilleurs animateurs sont là. Mais c'est pas forcément le style que j'aime. D'ailleurs, tout le stop motion Clay, c'est pas forcément le style que j'apprécie parce que moi, je préfère quand même le cyberpunk. Mais j'adore en fait, c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire qu'on est artiste, il y a quand même quelque chose il y a un domaine où on va s'exprimer beaucoup plus facilement que le reste. Et moi, enfin pas malheureusement, mais il se trouve que c'est en Ouais. clé, je peux modéliser, animer, faire des scènes, ça marche tout seul, Alors, ça sort tout seul très vite, quoi. toi, quand même, ce qui est amusant, c'est que tu es né crypto-artiste. T'es pas né artiste, t'es né crypto-artiste tout de suite. Est-ce qu'on peut dire ça Oui, comme ça? voilà, c'est directement. Finalement, c'est ça qui s'est passé pour cette période-là, en tout cas, j'ai directement attaqué en crypto-artiste et bien m'en a pris puisque ça a plutôt bien marché depuis 1 an et demi. J'ai pas explosé du tout parce que j'ai pas fait de projet jusqu'à maintenant qui avait un vrai projet qui se tient dans le temps, qui fait qu'on monte. J'ai plutôt tapé à droite à gauche comme un jeune artiste, je dirais. Ce qui est ma situation actuelle, en fait. Et Mais alors, tu te définis comme cryptoire activiste. Donc, on voit qu'il y a quand même plein de références au monde crypto, que ce soit les punks, oui. d'autres choses. Donc, est-ce que tu peux nous parler Voilà, c'est juste là en ce moment, on est activiste en crypto art parce que effectivement NFT est parti globalement, et là on voit bien qu'il y a deux mondes qui se séparent, c'est-à-dire le monde de la finance et des startups qui prennent le mot NFT pour eux, c'est-à-dire tous les projets d'IK, PFP vraiment où l'art n'a pas beaucoup d'importance puisque c'est plutôt de la finance.
c'est pas critique en fait, c'est juste, voilà, c'est un domaine qui est vraiment. On est tous d'accord dans cette. Il faut que le crypto-art, non, mais il faut que le crypto-art. Alors, je considère les punks, bizarrement, les punks sont plutôt dans le crypto-art, parce que pour moi, c'est vraiment de l'art, parce que c'était, voilà, il y a eu une vraie création pure. Maintenant, on s'en fout des images des handicap PFP, c'est des startups, puisqu'on reconnaît toute moi venant de ce monde-là, je reconnais tous les éléments qui composent un projet de start-up qui lève de l'argent, en fait. Et est-ce que... C'est très bien. Mais il faut séparer crypto-art. C'est ça que je veux dire. Est-ce que au-delà de la différence entre collectible et crypto-art, tu fais une différence entre crypto-art et art numérique? C'est une discussion qu'on a souvent. Non, moi j'en fais pas, en fait. Pour moi, le crypto-art, c'est vraiment utilisé. Pour moi, en fait, je mets pas de style graphique dedans ou de style, en fait. Pour moi, le crypto-art, c'est vraiment idéalement, ça va être une liste, je dirais, pas décentralisée, mais distribuée d'artistes qui font. C'est comme sur le marché, vous voyez. C'est comme s'il y avait un grand marché où il y avait tous les petits producteurs qui font du producteur au consommateur. Et ça, le crypto-art, la technologie de la crypto permet de le faire. On est sa banque, on a sa communauté, on fait de la vente directe, personne sans avoir de banque d'intermédiaires, des choses comme ça. Et voilà, c'est une grande masse de ça. Pour moi, c'est comme ça que je vois idéalement le crypto-art, avec dedans les curateurs, puisque ça c'est indispensable aussi, les deux vivent très bien ensemble. Puisque la technologie permet les deux. Puis il y a quand même les plateformes qui sont une forme d'intermédiaire. Et les plateformes sont toujours là, c'est ça. Les plateformes, c'est indispensable. Enfin, c'est très bien, c'est vachement bien. Ce que j'aime dans le crypto-art, c'est que ça permet les deux, en fait. Ça permet les deux. En fait, pardon Serge, tu définis le crypto-art comme un écosystème global, voilà, avec beaucoup moins d'intermédiaires que dans le monde de l'art traditionnel. Il y a l'artiste en direct avec son collectionneur via une plateforme. Mais en fait, il faut rappeler que OpenSea, Rarible, toutes les grosses plateformes, en fait, eux ont codé un smart contract prêt à usage, en fait. C'est ça. Mais on pourrait imaginer un monde où, peut-être dans 1 an ou 2, il sera super facile pour nous tous, pour tous les créateurs, de faire leur propre smart contract, donc leur propre code avec du drag and drop, enfin quelque chose d'assez facile à faire. Alors, pas que le contrat, puisque le contrat arrive là, mais l'ensemble, c'est-à-dire un espèce de bloc sans codage où un artiste arrive et peut mettre en place un écosystème complet. Donc la gestion de sa communauté, le contrat, la plateforme de vente, le petit site web qui va bien, les choses comme ça, la galerie, je dirais, et tout ce qu'il faut. Mais en fait, l'écosystème dont je parle, c'est vraiment les deux. C'est ça qui est intéressant. C'est les deux. C'est la myriade d'artistes qui en direct producteur consommateur, et les plateformes et les curateurs, les intermédiaires. Ils ont jamais eu autant, bizarrement, on n'a jamais eu autant besoin d'eux, des intermédiaires, des gens qui font de la curation, des gens qui vont chercher des artistes, qui aident les artistes, ça a été jamais, on n'a jamais autant besoin d'eux, en fait. Moi, je dis toujours que, mais avec le crypto-art, on a besoin de bons intermédiaires et pas d'intermédiaires inutiles ou qui font pas leur travail d'intermédiaire. Ah, mais eux, ils vont éclater. Justement, c'est ça qui est bien. C'est comment on peut faire sans les mauvais. Ça, on le fait très bien, mais ce qui me plaît, c'est c'est les deux mondes qui vont cohabiter. Il y aura du petit groupe d'artistes. Moi, c'est ce que je vise, par exemple. Je veux pas être un grand truc millionnaire, mais ma petite communauté avec mes petites ventes, et les petites applications, et les événements. Alors justement, je voulais parler justement de ta communauté, parce que tu m'as dit, moi, je fais rarement des projets seuls. Je fais souvent des projets collectifs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oh il y a eu le plus gros, c'est Dreamy, puisque je viens de participer. J'ai un petit peu moins produit ces derniers temps parce que on était sur ce projet lancé par Jean Dota. Ouais, qu'on reçoit dans 2 semaines, je crois. D'accord, qui est connu dans le monde. Et lui, typiquement, c'est la chance du nouvel artiste, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés assez rapidement. Il a adoré le clay. Il a dit, voilà, je suis sur un projet, j'ai hâte de chercher. Et il est venu, et alors que j'étais, moi, petit scarabée dans le grand monde du NFT. Vous êtes connu sur Twitter? C'est via Twitter que tu te fais tous tes contacts? Oui, ouais. J'ai utilisé quasiment que Twitter depuis le début, quoi.
à peu près à bientôt 4000 d'ailleurs. Il va y avoir un beau Ouais, c'est ça. chouette. 3840 présentement. Ouais, je suis très content. Donc Mais Dreamy voilà, ce avec projet Jean. était parfait parce que rencontre de 50 artistes d'un coup, donc pas mal de Français, Emma Volou, Kibo, enfin plein de gens qu'on va rencontrer bientôt, j'espère, à Paris. Mais voilà, ça c'était vraiment un projet, c'est un super projet, quoi. C'est génial. Pour pousser et gonfler. Merci Jean, quoi. Comment Et s'appelle après, ce collectif, Serge? Comment s'appelle-t-il? en fait, c'est autour d'un projet qui est le Big Dream, qui s'appelle le Dreamy, et qui est des rêves. Donc c'est une Israélienne qui a lancé ça il y a quelques années, qui faisait un projet. C'est un projet qui a une vie à part entière en fait, qui a pas mal d'années. Elle récoltait des rêves pour faire de l'art. Après, elle a rencontré Jean, je crois, et Jean a monté le projet un peu plus sérieusement avec elle. Et ça a terminé avec ça en est un projet où il a embauché, il est allé chercher 50 artistes. On a fait 500 œuvres à partir en tapant dans 50 000 rêves, je crois. Alors les rêves en question, c'est plutôt comment voyez-vous le monde en 2030. Il nous racontera tout ça le 10 mai. Ouais, il va mieux raconter ça. Ouais. Et il y a une projection projetée partout. Là, il y a une projection dans l'ISS en ce moment qui est la première projection dans l'espace, quoi. Donc c'est complètement délirant. Donc c'est assez marrant. Quoi, dans la station spatiale internationale, c'est ça? Ouais. Il y a une projection qui est en train d'être faite là, avec un iPad en face de la Terre, enfin complètement délirant. Et donc c'est un projet qui a pris pas mal, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu, tes différentes collections, voir tes Alors moi projets? Voilà, pour l'instant, c'était pas très construit jusqu'à maintenant parce que comme un artiste qui a pas encore assez d'années, vous savez mieux que moi, j'ai essayé un peu des punks, j'ai fait des punks à moi, j'ai fait des clay to punk, qui est mon meilleur succès en fait. J'ai eu pas mal de commissions de crypto punks qui m'ont commandé dans ce style de clay les choses. D'ailleurs, on va se voir peut-être la semaine prochaine puisque je participe à Punkisme, qui est un projet on va se voir. de IAM avec 100 artistes autour des punks. Donc moi ça m'a parlé tout de suite. J'avais déjà le punk depuis un an et demi. J'en ai fait un exprès pour ça, mais je veux dire, c'est vraiment parfait. Donc c'est l'occasion de rencontrer tout le monde. D'ailleurs, j'y vais pas souvent à Paris. Tu peux nous rappeler le principe de refaire un punk, refaire un crypto-punk en pâte à modeler, hein, c'est ça? Ah bah alors ça m'a permis de développer un style, c'est que j'essaie de prendre les pixels, donc je fais beaucoup de petits carrés que j'assemble en pâte à modeler, mais je fais un modèle en 3D, purement. Je le prends en photo ou en vidéo quand c'est nécessaire, et puis voilà, ça fait un style un peu de modèle particulier, quoi. C'est un style assez unique. Ok, là je suis devant ta collection sur OpenSea. On a l'impression, donc c'est de la pâte à modeler prise en photo ou c'est un fichier 3D? Shooté avec un bon Nikon. Ok, parce que quand on va sur ton site web, ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que tu fais une animation 3D où tu as modélisé de la pâte à modeler en fait, et là on voit bien qu'on est dans une animation, enfin il me semble, parce qu'il y a un mouvement de caméra. Oui. Alors ça c'est l'état actuel. Donc il y avait ce Clay to Punk, j'ai fait des Claydos, des petits stop motion, et là j'en suis là. C'est-à-dire qu'à ce moment, maintenant artistiquement, j'ai trouvé un process qui me plaît énormément. C'est-à-dire je modélise en 3D, je scanne. On a acheté un bon scanner avec ma femme, on scanne en 3D d'une façon professionnelle, je dirais, et je réintègre en 3D et j'anime en 3D. Et ça, je trouve ça absolument. Donc il y a un Clayvin. Oui, alors j'allais en parler. Est-ce que tu peux nous parler de Clayvin? Oui, mais j'adore ce truc. Enfin, en plus, les gens adorent ça. C'est un Kevin. Bon, Kevin, alors je sais pas si les gens connaissent l'histoire de Kevin, mais c'est le plus gros rug des derniers mois, en tout cas, des gens qui ont. Donc c'était comment s'appelle le projet d'ailleurs, qui ont levé 70 millions et qui ont avec un graphisme qui était très attirant, puis à la fin le rendu de ça a donné quelque chose de catastrophique. Alors là on a un Kevin qui est sur un horrible. Donc j'ai fait un défilé. Voilà, donc pour tester mon workflow en fait nouveau, j'ai fait un Kevin en pâte à modeler, j'ai scanné, je l'ai réintégré, je suis allé chercher des animations de pas de stop motion mais de mocap, de motion capture, et j'ai intégré ce truc. Et le rendu me plaît énormément en fait, ça m'amuse beaucoup. Donc je suis parti, là je suis parti là-dessus. Je pense qu'il y aura donc je démarre seulement mon vrai projet, qui est une série animée. Utilisant
cette chose-là, parce que l'intérêt, on en parlait au tout début de l'émission, Benjamin en parlait. Et moi, je suis beaucoup sur ce mélange physique-numérique. Donc là, on est en plein dedans. Hein, quand je fais de la pâte à modeler, que je scanne et que je réintègre en numérique, on en est là. On est en train de mélanger du physique et du numérique. Est-ce qu'il y a moyen, la pâte à modeler durcie, est-ce qu'il y a moyen de la garder, de l'acheter, de la conserver Alors moi, ce que j'utilise, c'est de la pâte à modeler d'animation de Hardman, là, qui sèche jamais, en fait. Elle reste molle. Il n'y a pas d'eau dedans, en fait. C'est que de l'huile. Donc ça sèche au bout de 30 ans, elle est toujours molle et déformable. Ok, donc impossible de proposer ces sculptures à la vente, finalement. On pourrait, mais il faudrait vraiment les mettre sous verre et des tarés qui achètent en disant bah ouais, dans 30 ans, si je la touche, je la déforme, quoi. Enfin, je la remodélise, quoi. Il faut être un peu sonné, mais pourquoi pas. Et alors, on est plutôt sur un mode, enfin, ma femme qui est céramiste, qui va venir aussi, qui fait du NFT aussi, donc on fait du scan, du scan. On est plutôt sur un mode où on ferait des événements où on détruirait en public les choses physiques pour donner de la valeur au numérique, si on voulait. Parce qu'on considère qu'il y a deux canaux, en fait. C'est pas le même canal physique et numérique. intéressant. Alors justement, parfaite transition. Je crois qu'avec ta femme qui est certes artiste aussi, vous avez un autre projet qui inclut des NFT, mais alors pas du tout artistiquement parlant, mais plutôt avec un use case. Et c'est hyper intéressant d'en parler. Est-ce que tu veux nous raconter ça un petit peu? Oui, alors ça, j'ai pas beaucoup produit ces dernières semaines. Je m'en excuse d'ailleurs aux gens qui me suivent parce qu'on a bossé à fond sur un projet. Comme on a une grande maison dans le Cantal, un projet qui s'appelle Unhosted House. Unhosted, c'est un peu politique parce qu'il y a un scandale en ce moment avec l'Europe. Donc le projet s'appelle Unhosted House, qui va être, qui sera un grand B&B dans le Cantal, qui est notre maison en fait, dans laquelle on habite depuis 15 ans et qui est énorme, complètement géré par un smart contract. Donc de l'investissement à la location. Et plus encore, parce qu'on déborde d'idées là-dessus complètement, on veut lancer ce projet qui sera le premier, j'espère peut-être le premier d'ailleurs, B&B totalement géré, des investissements par NFT en fait, vraiment. Ce sera pas un token, ce sera pas une DAO tout de suite, il y aura sûrement une DAO après, mais au départ c'est vraiment des NFT qui vont gérer, qui vont fonder la transformation de la maison en B&B et après la location. En fait, on peut acheter des tokens pour plus Voilà, tard on va pouvoir pouvoir... acheter des NFT. Ouais, on va Ouais. faire des vrais NFT jolis en fait, on est parti sur des mini-mondes animés, donc ils seront en plus sympas de toute façon. Et après, le smart contract derrière de location va automatiquement répartir un peu les gains, tout projet qu'on aura, répartir un peu les gains sur ces NFT, sur ces owners de NFT automatiquement. Ça fonctionne un peu comme le crowdfunding, c'est-à-dire qu'on participe Alors, à l'activité en fait. ouais, c'est la grande idée. C'est la grande idée, c'est d'intégrer un peu ce mélange crowdfunding, physique, NFT. J'ai vu qu'il y avait pas mal de projets. Le gros projet dont on parle, les Moon Birds, c'est tout ce monde-là de start-up qui utilise les NFT comme crowdfunding, investissement et j'avais pas compris, mais Ouais. c'était, voilà, j'étais juste à temps et on va lancer ce projet-là bientôt. On est prêt, on a tout écrit, le site est pris, on y croit beaucoup. En fait, c'est génial pour fédérer une communauté. Et tu as raison de le faire en NFT parce qu'en fait, le NFT a l'avantage d'être par définition unique puisqu'il est non fongible. Et donc, tu peux Ouais, associer à chaque NFT un visuel. C'est là la c'est ça. force par rapport à une crypto-monnaie quelconque où il n'y a pas de visuel, il y a juste un bout de code en fait. Dans le NFT, il y a un visuel et c'est vrai que ça pourrait inspirer plein de gens. C'est pour ça qu'il faut faire des collabs avec des artistes d'ailleurs. Les artistes Oui, non, non, mais. pour Et là, intervenir. en fait, ce projet de B&B, c'est pas vraiment pour devenir millionnaire, contrairement aux startups. C'est plutôt pour avoir les moyens de le faire et du coup, avoir en vacances complètement orienté, parce que ce sera. Alors, je sais pas si je peux faire. Je crois pas que je puisse faire que crypto, mais disons parce qu'on est en Europe et il faut pouvoir accepter les euros dès qu'on fait un peu de commerce. Mais je pense placer un petit supplément de 40% si on paye en euros en fait par rapport à la crypto. Truc sympa quoi.
Donc c'est possible, et seulement par téléphone, un truc comme ça, le lundi de 8h à 9h. Donc l'euro sera accepté, mais vraiment, ce sera dur. Voilà, et du coup, la grande idée, c'est de partager des vacances avec du monde crypto, et surtout NFT. Et puis dans ta maison, on aura le privilège de rencontrer l'artiste CryptoClé Alors voilà, qui directement seront à son atelier, qui pourra montrer voilà. comment il travaille, etc. Et j'espère, alors plein d'idées autour de ça, et voilà, et j'espère des collabs derrière, justement. C'est les vacances. Alors, est-ce qu'il y a justement des collabs dans la salle? Si vous voulez monter sur scène, c'est le moment. Si vous voulez poser des questions à CryptoClé. Je crois savoir qu'il y a des artistes qui ont aussi travaillé avec l'animation 3D. Comment tu dis, le motion cap, c'est ça? Ouais. Voilà, j'en connais dans la room. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions, c'est le moment. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes sources d'inspiration? C'est des épiphanies ou tu t'inspires de l'actualité ou... En fait, là, c'est vrai que je prends surtout des mondes, des choses plutôt cyberpunk en ce moment. J'aime bien regarder il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Alex Steven Martin, qui est un dessinateur américain, qui fait des très beaux mondes. Et je m'intéresse beaucoup à la création VR aussi. Donc, il se peut qu'un jour ça reswitch, la clé disparaisse au profit de l'animation. Il y a un logiciel qui s'appelle Quill Qui s'appelle comment? VR. Quill. Ouais, et qui a une source créatrice assez impressionnante. Il y a quelques studios, il y a 2 studios américains, il y a quelqu'un un américain aussi qui fait Night Mara, qui avait fait des BD et en fait ils ont fait un projecteur. On peut regarder au casque et je trouve que c'est une manière de faire du story qui est complètement innovante, complètement. Le jour où ça va décoller, ça va cartonner ce truc-là. Personne connaît pour l'instant parce qu'il y a carrément des films d'une demi-heure qui ont été faits comme ça. Et c'est un logiciel qui est très proche de la clé parce que on dessine, il n'y a pas trop d'outils, on fait que dessiner en 3D dans la VR et on anime très rapidement. C'est beaucoup plus rapide qu'avec un Blender ou qu'avec les logiciels et dans un format un peu dessiné. Et moi je trouve ça assez génial. Quand tu dis de la VR, on est d'accord, c'est la réalité virtuelle, c'est-à-dire la réalité virtuelle. Dans au un casque, quoi. Oculus, quoi, par exemple. Ouais, on dessine à l'Oculus directement avec les. Ah oui. Il y a quelques outils. Toi, tu mets le casque toi-même, le casque Oculus toi-même, tu as les 2 manettes et en fait, tu dessines dans le vide, voilà. En fait, et le casque fait un rendu 3D, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Ah c'est exactement ça. Et il y a plusieurs logiciels, un qui est très connu qui s'appelle TitBrush. Qui fait plutôt des images fixes. Et là, Quill, en l'occurrence, il y a moins d'outils. Enfin, c'est des outils assez basiques pour faire du dessin. Il n'y a pas de shading, il n'y a pas de choses comme ça. Si on veut mettre des couleurs, si on veut de la lumière, on redessine au-dessus plus clair, quoi, tout bêtement, comme on fait en dessin. Mais il y a l'animation qui est dedans et c'est très bien géré. Et on peut produire des choses incroyables. Donc ça, c'est très attirant parce que le mélange avec les métaverses, on voit tout de suite. J'avais une petite question plus technique. Tu mintes en général sur quelle blockchain, sur quelle plateforme? Alors j'ai eu 2 périodes, donc j'étais Ethereum, comme tout le monde au départ. Ensuite, les frais m'ont vraiment gavé. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Même les mafias chinoises et russes réunies n'arrivent pas à faire ces taux-là. Donc c'est bien la peine d'être du producteur au consommateur si c'est pour filer 100% en gaz. C'est complètement insupportable. Je dis non, mais il y a frais là, c'est carrément complètement n'importe quoi. Je sais que c'est pas de leur faute, je connais la technique derrière, mais c'est vraiment insupportable. Donc je suis passé sur Tezos jusqu'à ce que le gars se barre avec Kikanunk, que ça fout un bordel sans nom. Donc je suis revenu sur Polygon. Alors du coup j'ai des choses sur Polygon, j'ai des choses sur Ethereum et j'ai des choses sur Tezos. J'aime beaucoup Tezos parce que l'esprit est bien, les artistes sont bien. Ouais, c'est vraiment chouette. J'espère y revenir. Serge, on a une question de Abdoulaye. En tout cas, Abdoulaye est sur scène. Bienvenue à toi. Tu peux poser une question si tu veux. Oui, bonsoir à tous. Très bonne interview de CryptoClé.
D'ailleurs, en fait, t'as pas du tout la voix d'une personne qui a 58 ans. C'est assez Ça, c'est déroutant. horrible comme Mais remarque, bref, si très je bonne peux me interview. permettre. Non, c'est sympa, merci. Non, merci. Bien, ça me plaît, moi. Non, mais voilà, tu vois. Aussi, j'avais rencontré, du coup, à Lisbonne, donc j'étais beaucoup avec des artistes comme Thibaut, Mariama Orabel, et Oui. c'est eux qui m'ont parlé du fait de partir au Cantal pour une espèce de residency. Ils m'ont pas trop donné trop de détails. Donc du coup là maintenant je vois un peu à peu près comment ça marche. Est-ce qu'il y a moyen toujours de venir je serais intéressé. Ah, alors, avec les gens avec qui tu as parlé, c'est parce que c'était dans le groupe des 50 artistes pour le projet Dreamy et on a prévu un meet-up et j'ai invité tout le monde pour. Alors, c'est pas directement lié au projet de Unhosted House, mais quand même un peu. Et après, Unhosted House, ben, on espère, si c'est un succès auquel on croit bien sûr, après, il y a quand même, c'est plutôt, faut mieux taper sur 2023 après pour venir faire un séjour, je dirais, classique de B&B. Mais avec les artistes, c'était vraiment pour un meet-up lié au projet, en fait. Ok, ça marche. Ok. J'espère qu'ils viendront d'ailleurs, parce que s'ils en ont parlé, c'est que ça les Oui, branche, c'est bien. oui, j'étais excité. Franchement, j'étais excité. Donc ouais, ça Après, marche. en extra, j'insiste lourdement, je fais beaucoup de lobbying là pour devenir NFT Fabrique Paris Cantal, en fait, l'antenne Cantal parce que grâce au nom. L'antenne Cantal de la NFT Factory. Factory. Voilà, c'est Ouais, ça. Je plaisante Génial. beaucoup avec ça fait rire tout le monde et ça me plaît beaucoup. j'adore. Ouais, on en On va parlera. tenter le coup. On va tenter le coup. Mais oui, c'est. Mais merci, ouais. Non, ce projet, il a un petit peu ralenti toute l'activité artistique, mais je le trouve suffisamment innovant pour être. On va voir, c'est bien déliré, quoi. Mais si je peux me permettre aussi d'intervenir, déjà, je voulais dire bravo pour prendre tout ce mouvement, le prendre et l'embrasser. À Oui. 58 ans, c'est clair que t'es un vrai OG. Il y en a pas Ah oui, beaucoup. oui, oui. Non, c'est vrai que oui. Il y en a pas J'assume, beaucoup j'assume. et je trouve, et j'adore aussi ton parcours de vie. Du coup, voilà, moi aussi, ma chérie, elle est hollandaise. Je suis aussi un start-upper, etc. Donc, je me reconnais pas Ah mal. bah oui. Et je me On suis est toujours dit voilà. qu'un jour, je serais artiste une fois que j'aurais réussi ma vie. Mais c'était un peu, oui, oui, c'est le projet où on veut être millionnaire pendant 40 ans, puis à la fin, finalement, c'était pas ça le succès. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que je suis aussi vraiment passionné par l'immobilier et enfin, est-ce que pour apporter la crypto en général. Et donc, ce modèle-là que tu es en train de mettre en place, je l'ai imaginé plein de fois, notamment dans le Bordelais, parce qu'il y a il y a des beaux châteaux, tu vois, qui Ouais, ouais, demandent ouais. qu'à être rénovés. Ouais. Et de cette manière, ça serait top. Et donc, du coup, ma question, elle n'est pas vraiment liée à ton activité d'artiste que j'ai découvert et que j'adore complètement. Bah, Donc c'est merci cool. beaucoup. Mais justement, sur ce projet-là, est-ce que tu n'as pas pensé à faire en sorte que les gens qui ont le NFT peuvent aussi loger, par exemple, une nuit à l'année gratuitement, tu vois? Comme ça, ils ont aussi une incentive directe à participer, outre les rétributions financières que tu vas pouvoir leur verser au fur et à mesure des locations. Si, si, bien sûr, on a pensé à ça. Enfin, il y aura de ce genre de choses. Il y aura, on a pensé, parce qu'en fait, ce que j'ai pas précisé dans le projet, on va créer je pense vraiment créer un métaverse depuis le début, dans lequel on va faire la maison, en fait, scanner, et qu'on va mettre à jour à mesure de l'avancement et faire des liaisons entre le métaverse. Typiquement, on pourrait imaginer, enfin c'est un exemple que je prends toujours, on va mettre des écrans dans le métaverse où les gens peuvent écrire, par exemple, des choses, et des vrais écrans dans la maison qui affichent en temps réel ce qu'il y a dans le métaverse, soit des genres de bêtises comme ça. Mais les gens, voilà, avec du NFT, oui, typiquement, ils pourront passer une nuit, des choses comme ça. Oui, oui, on est en plein encore sur le modèle, mais ça prend forme, c'est des choses comme ça qui prennent forme. Ok, et bon, et je me permets, vu qu'il reste encore un peu de temps, j'avais parlé aussi d'un projet NFT Morning à Benjamin aussi.
justement de créer une collection, enfin de créer une radio NFT en fait, radio NFT, et chaque investisseur, enfin chaque personne qui achète un NFT aurait, tu vois, 1 minute, donc c'est une collection, enfin dans une semaine, tu as 10 800 minutes, je crois. Donc tu pourrais faire une collection de 10K, tu vois, et chacun achète, enfin en mettant les ratios, tant de Un temps de musique, tant de parole. podcasts pour les émissions, etc. Et donc j'ai l'impression que tu es la personne parfaite aussi avec ton background pour lancer un truc comme ça. Faudrait qu'on Ouais, en reparle. allons-y. Lundi, on le fait. Non, je plaisante, c'est que C'est fun, ça. vraiment. Non, oui, mais j'adore ces projets. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment des projets. Tu vois, pour l'immobilier, pour le truc, Moi, je me suis demandé, mais je dis, ben, il faut le faire en fait, parce que évidemment derrière, si ça fonctionne, on va vouloir évidemment étendre le modèle, euh, parce que effectivement, le prochain Airbnb, si on veut que ça marche, soit c'est un Airbnb 2, c'est une startup qui fait comme d'habitude et qui dit que c'est en crypto, mais c'est avec un Airbnb startup en crypto qui prend des pourcentages. Le seul moyen de faire du Web 3, ce sera de faire comme on fait nous, c'est-à-dire un truc qui part de rien et qui s'étend sans avoir de start-up, de team et de choses. Ça forcément en décentralisé, sinon ça marchera pas. Donc, du coup, on essaie. Faut essayer en fait. Nous, on va peut-être se planter, mais il faut essayer, faut le faire. Ouais, et puis le Et plus après, marrant, faut le c'est vivre. d'essayer. Voilà, faut le vivre. Et après, on considère qu'en le vivant, ben, on aura 1000 problèmes. Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre que quand tu fais un projet, il y a 1000 problèmes. Non, ça, on sait. Euh, On a expérimenté. je pense que vous le savez mieux que moi. Mais voilà, il faut les vivre, il faut les résoudre. Et puis, parce que les problèmes, Les problèmes, c'est la vie, je crois. Ah bah disons, je pense que il y a la vitesse même la vitesse de la lumière, on n'est pas trop sûr, mais je pense dans l'univers, s'il y a bien une constante, c'est bien les emmerdes, quoi. Je crois que c'est un peu le mot de la fin. Oui, La conclusion. C'est j'aime ça. bien aussi comme mot de la fin. Constante de l'univers, les La emmerdes. constante de l'univers, ça les emmerde. Avant de finir, moi, je vais te poser quelques petites questions aux dévotés comme ça. Oui. Est-ce que tu peux nous citer un artiste, crypto ou pas, qui t'inspire? Alors moi, ma base, c'est quand même Terry Gilliam. C'est-à-dire, Terry Gilliam, c'est les Monty Python, c'est les animations, c'est l'armée des 12 singes, c'est enfin tout, voilà, c'est vraiment moi ma grande. C'est des mondes aussi Ouais. enfin, cyberpunk, quoi. Voilà, c'est vraiment Grosse mon gars. référence. Ok. C'est mon gars. Ouais. Est-ce que toi, t'es collectionneur de NFT? Alors oui, j'ai acheté. En fait, j'ai enfin un petit peu, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment nul, quoi. Bon, alors, mais on s'en fout. Ça Je veut prends qu'un rien dire. exemple. Ah, ouais. Non, mais Alors, c'est vrai que j'ai acheté d'abord ceux de ma famille, mais je prends qu'un exemple. Vous connaissez tous sûrement Niwin ETH. ouais, on l'a reçu d'ailleurs. C'est un gros. Et lui, il m'a dit, je le rencontre en 2020, il me dit, ouais, achète un CryptoCube, tu vois, c'est super. J'achète un CryptoCube 0,35. 2 mois après, ça bougeait pas. Je l'ai revendu 0,36. Et une semaine après, il valait 12 ETH, quoi. Donc je ne suis pas millionnaire parce que je suis vraiment à chier, quoi. Et depuis, je crois que j'ai raté à peu près tout. Enfin, tous ceux qui font qu'on est millionnaire, quoi. Donc je suis vraiment nul. Mais j'ai plein de Non, petits mais trucs que j'aime. là, tu parles de spéculation et de flip, Oui, en mais spéculation, on c'est parle vraiment pas pas. d'art. Alors, est-ce que tu te souviens du premier NFT que tu as collectionné? Bah ouais, c'est celui de ma fille. Ah, Parce qu'on a une raconte-nous. famille NFT en fait. Ma fille, Ah, je l'ai formée, ma femme est en NFT, donc j'ai acheté d'abord les leurs, mais après j'ai plutôt acheté un Evey qui a fait les Crypto Circle, c'est quelqu'un qui fait de l'art procédural. Et après, bon voilà, j'ai pas. Mais les premiers, ouais, c'était plutôt de la famille. et alors, celui que t'as pas réussi à avoir? Moi, j'aurais bien aimé avoir Un un P-Boy? Pascal Goya. Ouais, 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 ouais. ouais. Ça fait chier, quoi. Mais je suis arrivé, Ouais. c'était pas, ouais, fallait vendre la maison et tout, non. Et celui que tu attends avec impatience? Bah, il y a tellement de projets, j'arrive pas à me dire, oh, j'aimerais bien avoir ça, quoi. Enfin, c'est vraiment, là, j'avoue que rien me vient Bah, en, les tiens, en temps avec. prochain, quoi. Enfin, nous, on les attend avec impatience, en tout cas.
C'est très gentil, mais la série 3D, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais quand je vous ai parlé de la série, si j'arrive à le faire une fois passé la maison, je dirais, c'est une série en fait c'est une idée de ma femme en fait, c'est une série 3D temps réel. On va avoir des NFT. La série en fait, si vous avez pas les NFT, va se passer, il y aura un petit épisode qui sera avec des cubes et des trucs tout pourris. Et quand on a les NFT, il y aura les vrais persos, en fait, Ok, en temps réel. ok. Bon, Ce on va serait l'idée. suivre ça. Tu vois, c'est celle qu'on attend avec impatience. Bon, Et ouais. alors, pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu aimerais écouter dans ce podcast? Ah oui, qui j'aimerais écouter? Alors, je sais pas, Boyard, vous l'avez eu ou Non, pas encore. il est déjà venu? Non, Parce il est que très lui, mystérieux, on l'entend pas Petit Boy. beaucoup, en fait. Ouais, il est difficile à avoir. Il est très, très, très discret, donc c'est vrai que je crève Ouais, d'envie ok. de l'entendre un jour s'expliquer sur tous S'expliquer. Ouais, se défend tous les malheurs qu'il a fait au mur parisien. Non, après, il y a des gens avec qui je viens de travailler. Emma Volou, elle est absolument géniale. Kibo Design, super. On l'a reçu, Kibo. Ah oui, super. Neil Beloufa aussi, on est devenus potes. Ben, on l'a reçu On s'est aussi, Neil. rencontrés sur un Ouais. pont. Ah oui, il est Ouais. génial. Jessie Jane aussi, en ce moment, qui est en Finlande, là, qui fait Ouais. des trucs. Elle est à fond, elle est aussi. Elle était dans la room tout à l'heure, je crois. Ouais, et on l'a reçu Ouais, aussi. très bien aussi. Mm, mm. Très sympa. Bon, bah, ça nous fait plein Et d'idées. voilà, c'est des gens comme ça que ouais, mais je savais pas, effectivement, comme je savais pas qui vous aviez reçu ou pas. Ouais, tout va bien. Alors, l'heure tourne, je vois. Il se passe des trucs sur le chat aussi. C'est Oh, marrant. j'ai pas lu. Ouais. Il faut qu'on fasse le tirage au sort du giveaway de la semaine dernière. Florent, si tu veux faire le tirage au sort. Alors, je crois qu'il n'y a pas eu de tweet au final. Ah, il n'y a pas eu de tweet. Non, donc ça va être voilà, On fera potentiellement la semaine prochaine. Voilà. Et alors, CryptoClé, est-ce que tu serais OK pour soutenir le podcast et puis pour offrir un giveaway à nos auditeurs et à nos auditrices également? Ah, mais complètement. Trop sympa. Donc, on fera un double tirage. Cette série sur laquelle je dois revenir parce que j'adore cette série des Clay DOS, donc les Where DOS Clay, donc les animes de persos complètement improbables et tarés là, qui font des petites boucles en vrai stop motion pour le coup, ils sont pas scannés ceux-là. C'est quelques images je trouve très marrantes les Clay DOS. Donc oui, je veux bien, enfin avec plaisir. Super. Merci d'avance. Tu feras un heureux ou une heureuse. On fera le tirage sur la semaine prochaine. Super. Eh bien, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que Benjamin, Florent ou quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Non, moi je me suis régalé avec toi, Serge, franchement. C'est super gentil. J'adore ta vision, j'aime bien comme tu viens des startups. Pour moi, tu me fais penser à Andy Warhol, qui est toujours mon héros. Parce que lui intégrait toutes les notions dans l'art, en fait. Il intégrait l'art dans la vie, dans les affaires, dans la réussite professionnelle, dans plein de choses. Et quand tu parles des projets NFT, tu te dis, c'est des startups NFT, j'aime bien l'idée. Je trouve ça drôle. Oui. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment. C'est rigolo, parce on adore aussi tout ce qui est justement. Andy Warhol, bien sûr, avec tout cet art qui mélange tout. L'année dernière, on a fait une petite galerie ici. Alors évidemment, on est dans un village du Cantal, donc on a eu 12 visites en tout, je crois, en 2 mois. Mais voilà, on avait fait des merchandising, des machins. C'était tout cette idée-là ouais, c'est sympa. Ça doit être vivant. Ouais, c'était top. Franchement, merci beaucoup. Et pour une première, on a de la chance du coup d'avoir en exclu ta Genesis Audition. Absolument. Merci beaucoup. C'est la première avec un artiste? Non, ta première un peu. Ah, ma première à moi, oui, Ouais, mais c'est vrai que j'étais jamais intervenu en mon nom, sur moi. Genesis Room. Ouais, exactement. Et ben merci beaucoup. Merci à vous, parce que Merci pour cette belle énergie, et puis belle soirée à tout le monde, et à la semaine prochaine. Merci.